Mon sentiment est que la Chine a très convenablement réagi avec beaucoup de volontarisme et que très probablement la presse occidentale a été excessivement sévère vis-à-vis des autorités chinoises parce que je crois qu'on a omis de mettre en perspective plusieurs éléments qui sont assez essentiels pour bien comprendre la nature de cette réaction. La première chose qui est connue, voyez-vous, c'est qu'il s'agit d'une épidémie dont les caractéristiques sont nouvelles. On se trouve confronté à un virus, un type de virus, coronavirus, que l'on ne connaissait pas, avec une durée d'incubation que l'on ignore, qui est entre 6 et 14 jours, dit-on, et des modalités de transmission qui sont encore très mal cernées. Il semblerait que des porteurs, que des personnes puissent transmettre la maladie en n'ayant pas de symptômes particuliers. Donc ça donne bien une idée de toute la complexité des choses. Et très concrètement, vous regardez comment les choses sont passées. Vous avez quelqu'un qui va dans un hôpital en Chine et qui présente des symptômes qui sont atypiques. Alors bien sûr, faire un diagnostic, le diagnostic est troublant, ça ne ressemble à rien que l'on connaît. On va voir des exemples qui vont se multiplier comme ça. Mais il faut que le système d'information fasse remonter tout cela pour que les autorités puissent se rendre compte qu'il y a quelque chose de nouveau et qui est potentiellement très inquiétant. Et que ces cas atypiques sont en fait les prémices d'une épidémie. Donc vous voyez, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la nouveauté et des phénomènes non connus. Et c'est pour ça que je trouve que l'on a certes reproché, ce qui peut paraître être à juste titre, on a reproché aux autorités chinoises de ne pas avoir communiqué. Certes, c'est vrai qu'ils n'ont pas communiqué du tout au sens où les sociétés occidentales le conçoivent. Mais que les Chinois n'aient pas communiqué, ça ne veut pas dire qu'ils n'aient rien fait. Loin s'en faut. Deuxième point sur lequel j'allais revenir, c'était le confinement de plusieurs millions de personnes dans la province de Hubei. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça signifie bien que les Chinois ont commencé de se préparer dès qu'ils ont commencé de prendre la mesure de cette épidémie, ce qui était très difficile. Alors le deuxième point, c'est les autorités chinoises se sont trouvées confrontées à une épidémie qui s'est étendue extrêmement rapidement et qui n'évoquait rien de connu. Il n'y a absolument rien à voir avec l'épidémie de SRAS en 2003. L'épidémie de SRAS, c'était autour de 9000 personnes infectées sur la totalité de l'épidémie, avec quelques centaines de morts. Là, après 1 mois et demi d'épidémie, on est à plus de 24 000 patients infectés qui ont été diagnostiqués. Et très probablement qu'il y a de nombreux patients qui ne sont pas malades, qui ne sont pas diagnostiqués pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, c'est quelque chose, une épidémie qui se propage aussi rapidement, c'est quelque chose auquel il est très difficile de faire face. Et on peut se demander, si vous voulez, ce qui est toujours intéressant d'essayer de faire des comparaisons, quelle aurait été la réaction du système de santé en France si la France était trouvée confrontée à une épidémie de même nature dans un temps aussi court. La Chine a mis en quarantaine entre guillemets, a confiné plusieurs dizaines de millions de personnes dans la province de Hubei. Bien. Parmi ces dizaines de millions de personnes, il y avait un nombre de personnes qui étaient infectées mais qui n'étaient pas connues. Donc le système de santé chinois a dû faire face à des arrivées massives de personnes dans les hôpitaux. Ce n'est pas quelques centaines de personnes, mais c'est des milliers de personnes qui se sont révélées infectées et qu'il fallait prendre en charge alors qu'ils ont la maladie est particulièrement contagieuse, particulièrement virulente. On imagine bien tous les problèmes techniques que cela peut poser. 56 millions de personnes province de Hubei, c'est l'équivalent à quelque chose près de la population française, comme ordre de grandeur. Vous voyez. Et donc à partir de ce moment-là, que le système de santé chinois, qui a beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années, soit trouvé confronté à des problèmes extrêmement difficiles à surmonter, c'est somme toute pas surprenant.
Alors, pourquoi est-ce que je dis que le système a beaucoup évolué en 15 ans? Sans rentrer dans les détails, si vous voulez, vous avez maintenant dans pratiquement tous les secteurs en matière de santé, des équipes de recherche et des hôpitaux qui sont véritablement à la pointe de ce qui se fait de mieux dans le monde, au top des standards internationaux. Et regardons d'où vient le système de santé chinois il y a 15 ans ou 20 ans. Mais naturellement, il reste encore beaucoup à faire. Ça, c'est clair. Et donc, qu'il ait manqué, malgré ces progrès que moi je trouve assez extraordinaires, qu'il ait manqué, que l'on trouve aujourd'hui qu'il manque des kits d'analyse, qu'il manque des lits, qu'il manque du matériel, qu'il manque des spécialistes connaisseurs, des médecins connaisseurs de cette épidémie tout à fait nouvelle, c'est vraiment pas surprenant. Ça n'a rien de surprenant. Et la Chine le reconnaît, puisque très récemment, Pékin a dit que la Chine avait besoin de matériel sanitaire. Et la Chine est en contact très étroit avec les spécialistes de l'OMS, et je pense avec d'autres spécialistes mondiaux concernant ces risques d'épidémie qui pourraient se transformer en pandémie. Je pense qu'il faut tout d'abord distinguer entre les effets de court terme et les effets de long terme. Alors, en ce qui concerne les effets de court terme, il y a d'un côté des effets de court terme qui concernent la Chine, qui vont toucher la Chine. Alors, qu'est-ce que l'on observe? On observe tout d'abord que certains secteurs sont très directement touchés. L'épidémie survient au moment du Nouvel An chinois, qui est une période de très grande migration. Vous avez plusieurs dizaines, voire centaines de millions de personnes qui se déplacent. Et on comprend tout à fait que cela va affecter à la fois le secteur du tourisme en Chine et le secteur des transports. Ça, c'est le premier point. Deuxième effet, c'est le fait que l'épidémie, si on regarde sa localisation géographique en Chine, elle concerne des zones qui sont des zones très industrialisées, pour l'essentiel. Et le point de départ de l'épidémie, c'est la province de Hubei, où il y a une ville, Wuhan, qui est une ville d'à peu près 11 millions d'habitants, et qui est un grand centre industriel et une sorte de hub pour de nombreux secteurs. Or, la ville de Wuhan et la province de Hubei est sous confinement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité économique est pratiquement totalement paralysée. Vous avez de très nombreuses usines qui sont fermées. C'est le cas notamment des usines de production automobile, vous voyez, qui sont complètement à l'arrêt. Donc, si on regarde cela, il est clair que ça va avoir des répercussions au niveau de la croissance de la production industrielle. Et ce qui est dans la même ligne que cela, c'est que le gouvernement chinois a incité à raison les gens à ne pas se déplacer, à rester chez eux. Il y a donc très nombreuses structures de production qui se trouveront en chômage technique parce que les gens ne vont pas travailler. Alors il est clair qu'à très court terme, ça va déboucher sur une contraction de la production. Et cette contraction de la production, c'est à court terme, naturellement, une baisse de croissance. Un autre point aussi, mais qui me semble beaucoup plus mineur, c'est que l'on a constaté un décrochage des indices boursiers, mais les indices sont en train de remonter, donc ça me paraît assez marginal. Ça, c'est pour la Chine. Maintenant, regardons les conséquences de l'épidémie à court terme dans les autres pays. Alors, si on regarde globalement, si on essaie de prendre globalement la dimension du problème, la Chine, c'est à peu près 18% du PIB mondial. La croissance va ralentir en Chine à court terme. Il est évident que d'une manière ou d'une autre, il y a des effets qui vont se transmettre aux pays qui sont en relation économique avec la Chine. Et l'intensité des effets va dépendre de l'intensité des relations commerciales que les différents pays ont avec la Chine. Tout le monde ne sera pas touché de la même manière. Alors, je vais prendre 2-3 exemples. Le premier exemple, c'est la Mongolie. La Mongolie, 90% des exportations de la Mongolie sont vers la Chine. La Chine, 90% des exportations de la Mongolie. Donc il est clair que le ralentissement
de l'activité en Chine va directement et fortement impacter, toujours à court terme, l'activité en Mongolie. L'autre exemple, c'est le fait que la Chine est très intégrée dans les systèmes de production internationaux par le fait qu'elle produit un très grand nombre de biens de consommation intermédiaire qui sont utilisés par les industries et les services des autres pays. Pour prendre un exemple précis, il y a une usine de câblage du Yangtze qui est le principal producteur mondial des câbles qui servent à transporter les données. Cette usine est pratiquement arrêtée. Donc on comprend très bien que cela va avoir des conséquences potentielles sur l'approvisionnement des structures industrielles qui utilisent cela dans les pays à haut revenu, etc. Et donc il y a des effets de contagion, des effets d'entraînement qui sont manifestes. Et puis, troisième exemple que je voulais donner, et là c'est un exemple qui concerne à la fois et la Chine et les autres pays, c'est que l'un des premiers impacts de l'épidémie a été de provoquer une baisse du cours du pétrole. Les prix du pétrole a baissé d'approximativement 15-20% sur un mois, et les spécialistes des marchés pétroliers expliquent ça par la contraction de la demande de pétrole de la Chine, qui importe pratiquement plus de pétrole des États-Unis. Donc une contraction de la demande, d'un côté, et de l'autre côté, il y a l'anticipation de l'évolution de la demande. C'est-à-dire que les marchés considèrent que la situation ne va pas se rétablir en 15 jours, 3 semaines. Donc le prix du pétrole a très sensiblement baissé. Il se pourrait, cela dit, que suite à la dernière réunion de l'OPEP, il y ait des mesures qui soient prises par le cartel pour contrebalancer cet effet-là. Les effets de long terme maintenant. Première chose à souligner, peut-être à préciser, c'est qu'il est pratiquement impossible de dire ce que vont être ces effets et quelle vont être leur ampleur, pour une raison très simple, c'est que l'on ignore totalement quelle va être la durée de l'épidémie. Alors, tous les scénarios que l'on peut construire vont naturellement reposer, doivent intégrer la durée de l'épidémie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'au niveau des effets à court terme, on a vu qu'il allait y avoir un certain nombre de mécanismes de transmission dans des effets d'entraînement en Chine et dans les autres pays qui vont déboucher sur un ralentissement de l'activité économique à des degrés divers. Parmi les effets de long terme qui sont hautement probables, il y a ce qu'on appelle un effet de rebond. C'est-à-dire qu'il y a eu un ralentissement de la production, une contraction de l'activité économique, mais cela correspond à une partie de la demande qui n'a pas été satisfaite, pour les raisons que l'on a expliquées. Et il faudra bien produire pour satisfaire cette demande qui va se manifester, cette demande de biens de consommation intermédiaire, cette demande d'automobile, etc., etc. Donc on va avoir un effet de rattrapage. Mais la question qui subsiste, c'est de savoir si cet effet de rattrapage va être total ou partiel. S'il est total, ça signifie qu'au niveau des taux de croissance annuels, il n'y aura pas eu d'impact. S'il est partiel, eh bien, il y aura un léger impact. Un autre point qui me semble important, c'est le fait que, dans le cadre, suite à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, un certain nombre d'entreprises ont cherché à réduire leur dépendance en ce qui concerne leurs importations en provenance de Chine. Ils ont donc commencé de chercher des substitutions à la production chinoise. Et on peut penser que la crise actuelle, cette épidémie, va plus ou moins accentuer, du moins risque d'accentuer cette tendance, ce qui fait qu'au final, en matière de production globale, il n'y aura pas d'effet. Mais il y aura une modification de la structure des échanges, et cette modification de la structure des échanges pourrait se faire comparativement au détriment de la Chine et au bénéfice de certains pays qui deviendront les nouveaux fournisseurs. Un autre point aussi, c'est que c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire totalement impossible, en l'état actuel des choses, d'essayer de quantifier l'importance de ces effets. On voit parfois des rapprochements qui sont faits avec l'épidémie précédente, qui était l'épidémie de SRAS, mais les deux épidémies, celle-ci et l'épidémie de SRAS, se sont
ne sont absolument pas comparables. Pour différentes raisons, mais l'une des raisons essentielles, c'est que l'épidémie de SRAS était autour de 8000 personnes qui étaient infectées. L'épidémie s'est terminée très rapidement, a duré tout au plus 2 mois, véritablement. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui va se produire, mais il ne faut pas oublier que l'étendue de l'épidémie est beaucoup plus large que c'était le cas pour l'épidémie de SRAS. Faire un rapprochement, ce n'est pas très pertinent. Cela dit, on se rend compte avec le recul que le coût global de l'économie de l'épidémie de SRAS par rapport au PIB global de l'époque, c'était relativement peu de choses. C'était peu de choses. Hein. Le coût de l'épidémie est estimé à peu près à 50 milliards de dollars pour un PIB qui était de l'ordre de 40 000 milliards de dollars. Donc c'est vraiment peu de choses. Est-ce que le choc actuel sera proportionnellement de même importance? Très difficile à dire. Très difficile à dire. Donc en ce qui concerne les effets de long terme, il y a une très grande incertitude, mais ce qui est plus probable, c'est que le taux de croissance sur une base annuelle sera relativement peu impacté. Alors, le dernier point que je voulais souligner, mais qui relève d'une hypothèse, c'est qu'on peut se demander dans quelle mesure les assureurs ne vont pas intégrer dans les années qui viennent le risque épidémique. Si l'on regarde les 13 défis majeurs qui ont été mis en évidence par l'OMS et auxquels il convient de se préparer, le risque épidémique, mais d'épidémie de grande ampleur, fait partie de ces 13 risques majeurs. Et on peut penser qu'il y aura là quelque chose qui relèvera d'une logique d'assurance, comme assez récemment on a introduit le risque contre les catastrophes naturelles dans les paniers de biens et services qui étaient assurés.